Alors, bonjour ou bonsoir plutôt, puisque vous êtes sans doute plutôt de la France là, pour ce soir. Mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Donc, j'ai toujours fait de la consultation d'une façon constante et continue depuis toutes ces années-là. Donc, j'ai une bonne expérience quand même d'observation des champs d'énergie et des capacités de soigner aussi, puisque j'ai développer des soins aussi pour soigner les champs énergétiques, aussi l'aspect psycho-émotionnel et spirituel. Donc, c'est trois grands volets que j'ai cherché à développer. À travers toutes ces années-là, j'ai donc développé une méthode qui s'appelait l'écoute imaginaire, qui a été longtemps, que j'ai longtemps portée. Maintenant, j'appelle plutôt cela la pleine conscience intuitive, puisque j'ai constaté que beaucoup de mes étudiants ressentait de la difficulté avec le terme écoute imaginaire, bon, parce qu'il y avait une forme d'ambivalence, d'ambiguïté autour de ce terme-là. Donc, je préfère maintenant nommer ça pleine conscience intuitive et donc de mettre en évidence que la pleine conscience intuitive, c'est l'utilisation du support imaginaire pour voyager à l'intérieur de soi ou voyager vers un partenaire. Alors, ça veut dire quoi un véhicule de ce support imaginaire-là? Ça veut donc simplement dire que ma conscience, elle peut donc utiliser l'imaginaire pour voyager à l'intérieur de mon corps, pour me mettre en relation, par exemple, avec mon genou. Et quand je me mets en relation avec mon genou, qu'est-ce que je vais constater? C'est qu'il y a des images, des sensations, des mots qui vont se manifester à moi. Et évidemment, toutes ces perceptions-là vont apparaître comme étant de l'imagination. Et c'est ça qui est le piège, souvent dans le développement de l'intuition. On a souvent l'impression que parce que justement ce sont des perceptions imaginaires, qu'on est en train de finalement de s'inventer des trucs. Alors que la clé pour parvenir à développer l'habileté intuitive, c'est de commencer à reconnaître que ces perceptions imaginaires-là ont une intelligence qui leur est propre et que si on leur donne la permission d'exister, c'est-à-dire qu'on apprend à leur donner de la place en les questionnant, en leur donnant le droit d'exister, de dire ce qu'elles ont à nous communiquer, c'est là qu'on découvre finalement que ces perceptions imaginaires-là, finalement, ont une véritable sagesse qui sont capables de nous transmettre un savoir qui nous révèle des choses sur nous-mêmes. Ah, c'est un peu la clé de la pleine conscience intuitive. C'est vraiment cette capacité que j'ai de pouvoir voyager en moi pour découvrir que je peux donc accéder à la santé, c'est-à-dire de constater que dans mes cellules de mon corps, il y a donc des informations visuelles, auditives ou sensitives qui peuvent se manifester à moi par le biais de l'imaginaire, qui vont me permettre donc d'aller chercher de l'information sur ma capacité à comprendre ma santé. Évidemment, je peux aussi découvrir que dans cette énergie vitale-là qui anime les cellules, ben, il peut y avoir de l'information psycho-émotionnelle, c'est-à-dire que je constate que dans mon genou, pour reprendre cet exemple-là, je pourrais très bien constater qu'il pourrait y avoir des mémoires associées à mon enfance, il pourrait y avoir des mémoires associées à des ancêtres, il pourrait y avoir des mémoires associées à d'autres vies. Alors, je commence à découvrir que, encore là, ce seraient les perceptions imaginaires qui se manifesteraient à moi, et si je prends le temps d'interagir avec ces perceptions-là, je vais découvrir que ces mémoires-là sont capables de transmettre de l'information qui vont me révéler des choses sur moi-même et qui vont me permettre d'élargir ma conscience. Et c'est ça un peu la pleine conscience intuitive, hein, c'est d'être capable justement d'ouvrir quelque part notre conscience à ce savoir qui est très vaste et que la porte d'entrée pour ce savoir très vaste-là, c'est donc le monde imaginaire. Donc, la pleine conscience intuitive, c'est un jeu, un voyage dans l'imaginaire justement pour découvrir que cet imaginaire-là nous donne accès à ce que le physicien Régis Dutheil nommait l'univers superlumineux. Alors, l'univers superlumineux, qu'est-ce que c'est? C'est un univers qui est parallèle au nôtre, qui n'est pas visible à l'œil nu parce que les particules de cet univers-là vont plus vite que la lumière. Et dans cet univers-là, on découvre qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime cet univers-là. Les physiciens en parlent de plus en plus souvent. Et je pense que quand on utilise l'imaginaire, ben, l'imaginaire, finalement, c'est une porte d'entrée pour nous donner accès à cet univers super lumineux-là. Donc, de constater que dans cet univers super lumineux-là, on peut accéder donc à ce qu'on appelle les champs d'énergie. Ces champs d'énergie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque part cette forme de subtilité, d'échange énergétique qui s'effectue entre les cellules de notre corps et l'environnement tellurique, l'environnement cosmique également. Donc, quand on commence à découvrir tout cela, bon, on commence à constater que le monde imaginaire est un monde de richesse qui va nous permettre donc de pouvoir vraiment élargir notre conscience et de découvrir que plus on s'ouvre à celui-ci, plus évidemment on accède à ce qu'on pourrait appeler le monde spirituel, c'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que à travers le voyage que l'on effectue, on peut découvrir donc notre histoire personnelle, nos ancêtres, l'histoire de notre famille, hein, de notre famille depuis très longtemps, les mémoires d'autres vies. Puis, évidemment, progressivement, on se rend compte que quand on commence à élargir notre conscience, élargir, on commence à sentir effectivement que cette forme de sagesse, cette forme d'intelligence qui anime la mémoire de l'humanité, elle est porteuse de quelque chose qui est plus pur, qui est plus lumineux, qui est une forme d'intelligence pure.
Et dans cette forme d'intelligence pure-là, ben, c'est là qu'on commence à aborder la spiritualité, qu'on commence à aborder le soi supérieur, qu'on commence à aborder la notion de guide aussi, puisque c'est dans cet univers-là qu'on peut arriver justement à avoir accès à des énergies plus pures. Donc, toute la démarche de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à faire ces voyages pour être capable d'aller toucher justement cette lumière, d'aller toucher cette forme de spiritualité qui nous permet donc de pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus vaste aussi dans notre processus. L'intérêt de la pleine conscience intuitive, c'est aussi de pouvoir l'appliquer vers un autre partenaire, puisque là, je vous ai parlé de l'application vers soi, mais tout ce que je viens de nommer s'applique parfaitement bien à un partenaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien appliquer cette habileté-là à un partenaire pour découvrir de quelle façon que l'on peut soigner un partenaire en appliquant la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire en acceptant l'idée que ce support imaginaire-là peut voyager en moi, mais comme il peut voyager en moi, ben, je peux très bien le faire voyager vers un partenaire, c'est-à-dire que je peux porter mon attention vers une personne autre que moi, et en faisant ce voyage-là, ben, je vais constater que des images, des sensations ou des mots, des perceptions imaginaires, donc, vont se manifester à moi et vont me permettre donc de pouvoir comprendre mon partenaire d'une façon plus importante. Et ensuite, donc, évidemment, il y a des éléments de, des techniques de soins qui vont s'ajouter à cette capacité que j'ai de décoder, de comprendre moi-même ou l'autre. Et c'est là qu'on va aborder la notion de déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins psychoénergétiques, qui sont deux techniques très importantes, puisque on peut comprendre quelqu'un, mais est-ce qu'on le soigne en le comprenant? Déjà, le comprendre, c'est déjà beaucoup. Se comprendre soi-même, c'est déjà beaucoup aussi. C'est comme une forme d'accueil envers soi-même où on apprend à découvrir et à accepter qui on est. C'est un peu la même chose que l'on fait avec un partenaire aussi de la même façon. Et quand on commence à prendre conscience de cela, on commence à prendre conscience que la possibilité maintenant de tendre la main vers l'autre ou vers soi-même pour le soigner, ben, c'est une frontière très, très ténue. Hein. L'idée de la pratique, c'est de combiner le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins. Et c'est à travers cette démarche-là qu'on peut arriver donc à augmenter notre habileté intuitive et être capable de soigner de la même façon. Donc, de tout faire ça d'une façon vraiment pleine conscience, une pleine conscience intuitive qui va s'appliquer tant dans le décodage intuitif que dans les techniques de soins également. C'est ça un peu l'intérêt de cette pratique-là. Et fréquemment, justement, une des raisons pourquoi le développement intuitif ne se fait pas toujours adéquatement ou que ça se fait de façon si limitée, c'est souvent qu'on ne va pas combiner les trois. Et pour moi, cette combinaison-là, elle permet justement de comprendre que, d'une part, le décodage intuitif me permet de comprendre ce qui se passe. La déprogrammation me permet de travailler sur la mémoire, elle, à ce moment-là, donc de la libérer, la mémoire qui est programmée. Par exemple, un enfant qui se sent abandonné, ben, cet enfant qui se sent abandonné, ben, il se sent abandonné, il a vécu une expérience à l'âge de 8 ans, par exemple, d'abandon. Ben moi, quelque part, cet enfant-là de 8 ans, si je prends le temps de discuter avec lui, il va me parler de l'abandon qu'il a vécu. Hein, cette mémoire-là va me parler de ce qu'elle a vécu comme expérience. Mais si je commence à lui donner ce dont elle a besoin, ben à ce moment-là, cette mémoire-là, elle va se transformer. Et si elle se transforme, ben elle va me permettre de comprendre qui elle est véritablement, cette énergie-là. Derrière l'abandon se cache quoi? C'est là que je découvre qu'il y a un potentiel évolutif qui va être présent. Et ce potentiel évolutif-là, plus il va grandir, plus je vais lui donner tout ce dont il a besoin, plus cette mémoire-là va émerger, va me montrer quelque part l'émergence de qui elle est véritablement. Et de cette façon-là, ben moi, je vais pouvoir l'accueillir si c'est un travail que je fais sur moi. Et si je le fais sur un partenaire, bien évidemment, c'est mon partenaire qui va pouvoir commencer à ressentir les bienfaits de cette transformation-là, qui va faire que l'énergie va transmettre de nouveaux signaux à l'état de lui-même et va rétablir en fin de compte son champ énergétique. Et les techniques de soins vont permettre simplement de régulariser la circulation énergétique de cette façon-là. Alors, c'était ça un peu la pleine conscience intuitive. C'était un petit peu mon introduction, peut-être un peu longue, mais bon, qui m'amène donc à vous parler maintenant du sujet de la conférence, donc découvrir les 7 grandes familles. D'où est-ce que ça vient, cette grande famille-là? C'est que ça fait plusieurs années que j'ai un projet d'un jeu de cartes ça a commencé il y a une vingtaine d'années, pour tout dire. Hein. Et ce projet est revenu à la surface tout récemment. Et ça m'a amené donc à définir 7 grandes familles. Pour moi, les 7 grandes familles, c'est un peu comme les 7 grandes forces originelles de l'être humain. Et je vais vous présenter ça, ces 7 grandes familles-là, en tenant compte donc des blessures émotionnelles qui sont associées à chacune d'elles et également donc des missions de vie, en fin de compte, qui sont associées à ces familles-là. Donc, ça va nous permettre de faire un genre de tour d'horizon de cela. Et d'où viennent ces 7 grandes familles-là? C'est à travers mon observation, c'est-à-dire que je fais des pratiques intuitives depuis assez longtemps, depuis plusieurs années, comme je disais tout à l'heure. Et à travers ces longues observations, j'ai constaté effectivement que chaque être humain
avaient des énergies qui se recoupaient en fin de compte, qu'on avait des composantes finalement similaires, ce qui est un peu normal puisqu'on est des êtres humains et qu'on est composé des mêmes composantes humaines finalement. Et c'est cette grande famille-là, bon, je vais vous présenter un peu comment en apprenant à découvrir ces composantes-là, de quelle façon que ça peut devenir intéressant pour nous, pour mieux comprendre qui nous sommes ou mieux comprendre où est-ce qu'on en est dans notre vie et mieux comprendre ce qu'on a à faire peut-être pour trouver un plus grand équilibre à l'intérieur de soi. Alors, c'est sûr que c'est une conférence, donc je n'aborderai peut-être pas les éléments thérapeutiques associés à cela, mais déjà, vous allez voir qu'avec ce que je vais vous transmettre, je pense que ça devrait vous donner une bonne idée quand même de ce que ça peut apporter comme outil, cette typologie-là, fin de compte, puisqu'il y a plusieurs produits qui vont venir avec ça par la suite pour présenter une façon plus approfondie de tout cela. Donc, les 7 grandes familles. Alors, la première grande famille humaine, c'est ce que j'appelle, moi, les bâtisseurs. Euh, et les bâtisseurs, finalement, quand on regarde dans un sens, dans leur expression la plus noble, la plus élevée, la plus évoluée, je dirais, les bâtisseurs sont des êtres qui naissent sur Terre avec la conscience de la matière. Ils savent comment fonctionne la matière. Ils savent que la matière, elle est en relation avec une force plus grande que la nôtre. C'est-à-dire que le bâtisseur, instinctivement, c'est quelqu'un qui comprend que la matière, que la planète Terre, par exemple, n'est pas un hasard, que tout ce qui se conçoit sur la planète Terre, tout ce qui existe sur la planète Terre, est à l'origine d'une forme d'intelligence supérieure, et lui le comprend bien. Il le comprend bien, puis il y a une certaine forme de vision très noble, je dirais, face à la matière, parce qu'il reconnaît justement que cette matière-là est animée par cette intelligence-là, et lui, instinctivement, il reconnaît cette intelligence-là matérielle. C'est le genre de personne, par exemple, qui, enfant, pourrait très bien comprendre comment fonctionne une mécanique de voiture, par exemple, instinctivement, parce qu'il a cette espèce d'instinct intérieur de comprendre comment fonctionne, comment fonctionne cette matière-là. Et ce qui est intéressant chez le bâtisseur, bien évidemment, c'est un individu qui va avoir envie aussi de construire une matière, mais en accord avec la vie, en accord avec les règles de la vie. Alors, quand je dis avec les règles de la vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va chercher, par exemple, à faire une maison écologique. C'est quelqu'un qui va chercher justement à construire, à bâtir, mais en harmonie avec la vie, en harmonie avec les lois de la vie, les cycles de la vie également. C'est donc pas quelqu'un qui va chercher justement à développer commercialement des concepts matériels par une volonté de faire des sous, par exemple. C'est vraiment quelqu'un qui a une certaine forme de dimension sacrée. Il voit là dans la matière quelque chose de sacré et il a envie donc d'en faire quelque chose de cette matière-là, mais en lui donnant simplement une conscience qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Alors, c'est un peu comme quelqu'un qui reconnaîtrait que, par exemple, il y a des ressources sur Terre et qui serait très bien conscient que ces ressources-là, on va les utiliser d'une façon intelligente pour qu'elles puissent justement, pour que la Terre puisse nous donner infiniment ces ressources et que nous, à quelque part, on puisse honorer ces ressources-là, qu'on puisse bâtir une société matériels, bien sûr, mais qui sont en accord justement avec des règles de la vie, dans le respect justement de la planète Terre. Alors, vous voyez, c'est ça vraiment le bâtisseur dans le sens noble du terme. Alors, vous avez bien compris, évidemment, que ce bâtisseur-là, vous avez peut-être vous-même une conscience plus ou moins importante proche du bâtisseur. Mais il faut comprendre ici que la grande majorité de l'être humain, de l'humanité, hein, a vécu des blessures dans le bâtisseur et ces blessures-là vont entraîner souvent dans le bâtisseur une vision différente de celle que je viens de nommer. C'est-à-dire que le bâtisseur qui cherche donc à construire, qui cherche à bâtir, dès la naissance, pour lui, c'est important que s'il fait un pas, ben, il y a un deuxième pas qu'il va avoir à faire et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a envie de construire, de bâtir, de créer comme un genre de construire un domaine. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il a envie que ça ait une certaine durée de vie, que ça ait une certaine durée dans le temps aussi. Parce que justement, pour lui, la matière, c'est important qu'elle puisse avoir une certaine raison d'être et que c'est pas quelque chose qu'on construit comme ça à la légère, c'est quelque chose qui doit durer. Donc, c'est quelqu'un qui s'investit dans cette notion de durée également, le bâtisseur. Maintenant, malheureusement, le bâtisseur peut vivre une blessure. La blessure fondamentale du bâtisseur, c'est l'abandon. Quand je dis l'abandon, c'est que je dois faire référence au bâtisseur dans l'idée que le bâtisseur, lorsqu'il naît sur Terre, arrive donc dans le monde terrestre et c'est un bébé, hein, il sort du ventre de la mer. Et son premier besoin, quelque part, c'est de sentir la présence des gens autour de lui, de sentir la présence de la mère, du père, etc. Et évidemment, s'il y a une blessure d'abandon qui s'effectue, il y a 2 réactions principales qui peuvent en résulter, parce qu'évidemment, dans cette typologie que je vous présente des 7 grandes familles, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le détail, mais là, je vais m'arrêter à 2 exemples pour vous faire comprendre les tendances que ça peut prendre lorsqu'une blessure se manifeste chez le bâtisseur.
Donc, il y a deux tendances. Il y a l'état hypo, c'est-à-dire qu'au niveau de le bâtisseur est en relation avec le chakra racine, qui est donc le premier chakra. Et lorsque il y a un état hypo qui se manifeste dans le chakra racine, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie dans le chakra racine. C'est-à-dire que l'enfant qui naît sur Terre, qui se sent abandonné, va vivre une souffrance d'abandon. Et parce qu'il vit cette souffrance d'abandon-là, il va retirer sa conscience du chakra racine. Il va donc se dire, ben moi, je ne veux pas être là, ça fait trop mal. Alors qu'il y a d'autres gens qui vont vivre en révolte par rapport à ça en se disant, je vis l'abandon, mais je vais mettre beaucoup de conscience dans cette région-là parce que je vais me rebeller. OK? C'est un peu comme une caricature que je vous présente, mais c'est comme le vide et le plein. Face à une même émotion, on peut donc réagir en fuyant, en voulant pas habiter la région, ou on peut au contraire mettre beaucoup d'importance pour être très présent dans la région, ce qui va entraîner deux types de comportements différents que je vais vous présenter. Donc, dans le cas de l'hypo, dans le cas du vide, par exemple, on va souvent développer ce qu'on pourrait appeler, moi, ce que j'appelle le fuyant, ou peut-être plutôt, excusez-moi, pas le fuyant, le dépendant, c'est-à-dire celui à quelque part qui, parce qu'il a vécu l'abandon, va chercher justement à être dans une position d'attente envers les autres. Cette position d'attente, à quelque part, va l'amener justement à avoir pas une grande individualité de lui-même et il ne va pas avoir une grande conscience justement de la matière. Il ne va pas chercher donc à développer ses compétences de bâtisseur parce que lui, finalement, sa principale insécurité, c'est d'être abandonné. Donc, le seul moyen pour lui de ne pas être abandonné, c'est de développer une certaine forme de dépendance, de s'accrocher aux autres en quelque sorte pour ne pas avoir à vivre la situation d'abandon dont il a très peur. Donc, alors ça va créer quelqu'un qui va être effectivement peu concret, peu relié au sol, justement peu en relation avec le bâtisseur, avec l'énergie fondamentale du bâtisseur, parce qu'il va la craindre, cette énergie-là de bâtisseur, parce qu'il va avoir peur justement de voir cette énergie de bâtisseur se détruire. Hein. À chaque fois qu'il va toucher la matière, il a toujours l'impression qu'on va l'abandonner, donc il ne pourra jamais se réaliser dans ce contexte de la matière. Alors évidemment, quand je dis jamais, c'est avec des petits points d'exclamation, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement vrai. On espère que l'être humain va évoluer. Mais le type de blessure d'abandon peut créer cette dépendance et peut nous éloigner donc de la nature du bâtisseur que je vous ai présenté précédemment. L'autre type de réaction qu'on va retrouver chez le bâtisseur également devant l'abandon, c'est l'hyperactif, qui va entraîner donc ce que j'appelle moi le matérialiste. Le matérialiste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie dans son chakra racine pour ne pas vivre l'abandon. Et pour ne pas vivre l'abandon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer justement de chercher le plus possible à habiter la matière, à se donner énormément de moyens pour que la matière, il la possède. Il la possède dans le sens matérialiste du terme, c'est-à-dire que pour lui, l'acquisition de matière est fondamentale puisque ça lui permet de combler son vide, de combler cette espèce d'impression d'abandon. Alors pour lui, quand il y a plein de choses autour de lui qu'il possède, ben, il peut se dire, ben voilà, je ne me sens pas abandonné parce que j'ai plein d'avoirs qui sont en moi. D'autre part, c'est quelqu'un qui va souvent aussi envisager les relations de façon générale, comme étant quelque part, comme qui est matérialiste, ben, il va avoir tendance à vouloir acheter les autres. Parce que justement, de cette façon-là, il va avoir l'impression, encore une fois, qu'il ne pourra pas être abandonné. Donc, toute cette notion de matière devient une façon pour lui d'exister véritablement et de combler cette espèce de peur qu'il a d'être abandonné également. Alors, vous voyez que quand on regarde socialement comment fonctionne la société aujourd'hui, on comprend que ce côté matérialiste que je viens de nommer, l'hyperactif entre autres, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la société actuelle. C'est-à-dire que le bâtisseur, dans son expression noble, est très peu encore valorisé. Et on va beaucoup donc mettre l'emphase sur la nature matérialiste de l'être humain, c'est-à-dire qu'on va beaucoup investir sur l'idée que le seul moyen pour nous d'exister sur Terre, puis avoir l'impression qu'on a réussi, ben quelque part, c'est donc d'être dans la matière, et que quand on est dans la matière, ben quelque part, on a le sentiment de reconnaissance, de valorisation, on a l'impression à quelque part d'être important d'une certaine façon aussi. Alors, vous voyez que tout ça va nous amener aussi, dans la nature du matérialisme, à ne pas être conscient des ressources qui existent, puisque le matérialiste n'est pas du tout conscient du désir quelque part de respecter les règles et les lois de la vie, il est davantage désireux de pouvoir justement simplement s'approprier les choses, s'accaparer les choses. Et de cette façon-là, le matérialisme, évidemment, répond bien aussi au principe de la surconsommation, de laquelle on se retrouve aussi très fréquemment. Encore là, on retrouve ça beaucoup sur la Terre présentement. Donc voilà, ça c'était un peu le bâtisseur. Je ne sais pas si vous auriez des questions par rapport à ça ou si c'est clair pour vous. Je vais simplement poursuivre si c'est le cas. Donc,
vous me faites un signe s'il y a quelque chose. Donc, la deuxième grande famille, c'est le communicateur qui est en relation avec le chakra sacré, qui est donc relié au niveau en bas du ventre, en fin de compte, hein. Et le chakra sacré, c'est associé donc au communicateur. Et le communicateur, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu justement qui apprend à reconnaître, euh, quand il naît sur Terre, cet individu-là, cet être humain-là, il apprend donc à reconnaître qu'il est différent de son père et de sa mère. Hein, c'est-à-dire que dans le développement humain, l'enfant qui naît sur Terre, au début, il a l'impression d'être fusionné avec le père et la mère. Puis à un moment donné, il se rend compte qu'il n'est pas la mère, qu'il n'est pas le père, il est lui. Et parce qu'il est lui, il apprend donc à découvrir qu'à l'intérieur de lui-même, il y a un monde intérieur qui est en lui. Ce monde intérieur lui permet de découvrir qui il est, lui permet de découvrir comment il pense, comment il ressent les choses, le type d'émotion qu'il a, le type de caractère qu'il a, etc. Il apprend à découvrir qui il est. Et le communicateur, donc, apprend aussi, parce qu'il apprend à découvrir qui il est, à avoir envie de communiquer ce qu'il est envers son entourage. Alors, vous comprendrez ici que le communicateur, c'est un être humain, donc, qui a le désir justement donc d'être authentique avec lui-même, dans ce sens il a envie d'être vrai avec ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, puis envie d'être vrai dans ce désir qu'il a de partager avec les autres ce qu'il est et de pouvoir échanger aussi avec son entourage de la même façon. Donc, il y a une forme d'authenticité qui est recherchée dans le communicateur, dans son expression la plus noble. C'est-à-dire qu'on pourrait dire ça comme ceci, le communicateur a un désir de se comprendre, de se connaître, et a envie, quelque part, de partager cette connaissance qu'il a de lui-même. Et il a envie aussi de partager et d'échanger avec les autres pour que les autres lui disent effectivement ce qu'ils sont aussi, pour qu'il y ait une forme d'authenticité véritablement qui puisse se développer. Donc, vous voyez que la notion du communicateur, c'est beaucoup cela qui va en ressortir. Et dans ce sens-là, il y a donc, euh, ça c'est l'expression la plus noble de l'être humain chez le communicateur qui va s'exprimer. Il y a une blessure émotionnelle qui est associée à cela, qui est le rejet. Alors évidemment, lorsqu'on est un être humain qui apprend à se connaître, bien évidemment, nos parents, les gens qui sont autour de nous, peuvent nous accueillir ou ne pas nous accueillir. Ils peuvent accepter qui nous sommes ou ne pas accepter qui nous sommes. Donc, la blessure émotionnelle du rejet est une blessure qui va nous entraîner en nous, évidemment, euh, donc, un sentiment quelque part qu'on n'est pas accueilli, qu'on n'est pas accepté comme tel en tant qu'être humain, alors que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, le communicateur, son objectif principal, c'est de pouvoir véritablement être connecté avec cette véritable authenticité-là de dire je m'aime et j'aime les autres et je me sens accepté, je me sens accueilli par eux, etc. Alors, si le rejet est là, évidemment, il y a une souffrance. Il va y avoir deux réactions, comme je disais tout à l'heure, hypo et hyper. L'hypo, dans lequel l'énergie n'est pas habitée dans le chakra sacré, et l'hyper, dans lequel l'énergie est trop habitée dans le chakra sacré par rébellion, en fin de compte, hein, par révolte, pourrait-on dire. Donc, dans le cas où il y a peu d'énergie dans le chakra sacré, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner quelqu'un qui va donc finalement être fuyant dans le simple idée justement qu'il n'a pas envie, lui, de pouvoir justement être en communication avec les autres parce qu'il sait qu'il va être rejeté dans sa tête à lui. Donc, il est toujours dans un processus d'évitement, en fin de compte, pour être en échange et en communication avec son entourage. Donc, c'est le genre de personne qui ne va pas nécessairement dire ce qu'il pense, qui ne va pas nécessairement dire ce qu'il ressent, parce qu'il a peur justement d'assumer à quelque part ce qu'il est, parce qu'il a le sentiment effectivement que s'il l'exprime, il va encore se faire rejeter, il n'a pas envie de ça, donc il va être un petit peu sur la défensive constamment à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment le fuyant qui va s'exprimer de cette façon-là. L'autre aspect, donc quand il y a trop d'énergie dans le chakra sacré, on tombe dans l'image qui ressort de ça, c'est le manipulateur. Alors, qu'est-ce que c'est que le manipulateur? C'est intéressant parce que le manipulateur, on le retrouve socialement dans la publicité, par exemple. La publicité, on la retrouve partout. On en trouve sur Internet, on en trouve sur la télévision, on en trouve dans le cinéma, on en trouve partout. La publicité fait partie dans nos revues, etc. Sur Facebook, partout, il y a cette notion de publicité qui existe. Et qu'est-ce que c'est que la publicité? C'est de vouloir vendre quelque chose avec une intention finalement de vouloir vendre, de vouloir vanter le produit, même si le produit est moche à mourir, même s'il vaut rien, même s'il n'a aucune utilité, même s'il est nul, on va essayer de nous convaincre qu'il a une certaine valeur et qu'on devrait se l'acheter. Alors évidemment, je ne dis pas que la publicité est tout le temps mensongère, mais la publicité repose quand même sur un principe de manipulation, en quelque sorte, et on doit comprendre que l'être humain aujourd'hui a beaucoup développé cette capacité de manipuler aussi. Manipuler, c'est de ne pas être authentique, pas être vrai avec lui-même, donc des fois, il va se manipuler lui-même,
Et des fois, ne pas être vrai avec les autres. Dans ce sens-là, il va manipuler les autres. On rentre dans un magasin, par exemple, un magasin de souliers. Un vendeur se présente à nous. Ce vendeur-là, quelque part, a donc une intention de vendre des souliers. Et puis nous, ben, quelque part, on peut rentrer par curiosité dans la boutique, mais lui veut nous vendre des souliers. Il va essayer de nous convaincre de vendre des souliers, de nous faire acheter des souliers, même si on n'en a pas de besoin. Et dans ce sens-là, c'est pas, il ne s'intéresse pas à savoir qu'est-ce qu'on a de besoin. Si on rentre dans un magasin de souliers, dans sa tête à lui, c'est parce qu'on veut acheter des souliers. Et il faut acheter des souliers parce que si on n'achète pas de souliers, le patron de cette personne-là ne va pas être contente et lui va se sentir mal face à son patron. Donc, il y a une pression, il faut qu'il vende. Ah, vous voyez que on tombe dans une espèce de système, encore une fois, où la notion de manipulation, le mensonge, devient quelque chose de très naturel chez l'être humain. Quand on regarde ça d'une façon sociale, d'une façon générale, on a beaucoup plus de c'est beaucoup plus difficile pour nous d'être authentique et d'être vrai, puisque c'est très peu valorisé socialement parlant que d'être dans cette position d'authenticité-là. Parce que justement, souvent d'ailleurs, on va entendre dire des gens, mais t'es niaiseux d'avoir dit la vérité. Tu n'aurais pas dû dire la vérité. Hein, on n'est pas gagnant quand on dit la vérité très souvent d'ailleurs. Parce que quand on dit la vérité, ben à ce moment-là, quelque part, on se fait dire, ben c'est pas normal ce que tu viens de dire. C'est pas normal ce que tu as fait. Tu n'aurais jamais dû dire la vérité. On ne dit jamais la vérité dans une situation comme celle-là. Et souvent, c'est malheureux parce que quand on dit la vérité, souvent, ça va nous tomber sur la tête, comme on dit. On va se le faire reprocher, on va finalement être on va être pénalisé souvent parce qu'on a dit la vérité. Donc, on a appris socialement à être très à l'aise dans le mensonge et à fuir à quelque part la position justement d'authenticité que, à l'origine, tout être humain devrait rechercher, devrait souhaiter, devrait désirer. Alors, comme Qatar, c'est ça un peu que j'avais envie de vous présenter cette idée que le communicateur, justement, c'est un peu ça notre mission de vie. Quand on dit que moi, je suis un communicateur, mais si je suis un communicateur, mon objectif de vie, c'est d'être dans l'authenticité et d'être dans la vérité avec moi-même puis avec les autres. Ça implique que je sois capable de dire les vraies choses et que je sois capable d'entendre ce que les autres ont envie de me dire, puis être capable de l'accueillir aussi. De ne pas être dans un rapport où j'essaie justement d'entendre ce que je veux entendre, mais de vraiment être dans une forme d'authenticité le plus possible. Alors, c'est un beau défi et je pense que socialement parlant, quelque part, l'objectif de chacun d'entre nous, on devrait certainement se donner l'opportunité, hein, tout comme avec le bâtisseur. Le bâtisseur, ben, il cherche justement à devenir conscient quelque part de la matière, à prendre conscience que la matière, on n'en fait pas ce qu'on veut, on doit respecter la matière, on doit respecter quelque part la nature, on doit respecter la vie. Et dans ce sens-là, le bâtisseur, c'est ça sa mission de vie. Et le communicateur, mais sa mission de vie, c'est d'être dans la vérité, dans l'authenticité. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce on est capable de se donner la permission, justement, de commencer à travailler dans cette direction-là pour devenir, en quelque sorte, des messagers, en fin de compte, qui vont nous donner l'opportunité d'avoir l'impression, justement, qu'on apporte un petit apport dans la société, sur la Terre, pour amener un changement de conscience sociale. Et je pense que c'est important également de pouvoir envisager cette chose-là. La troisième grande famille maintenant, c'est le guerrier. Alors, le guerrier, c'est relié au plexus solaire. Et le guerrier, finalement, dans son expression la plus noble, c'est le guerrier, on pourrait penser à guerre, on pourrait penser à combat, on pourrait penser à domination. Alors, quand on parle de l'expression noble d'un guerrier, ben, un guerrier noble, c'est quelqu'un qui reconnaît sa force, mais qui comprend quelque part que sa force n'est rien sans la force de d'autres personnes. Par exemple, un guerrier peut être très puissant et il pourrait s'attaquer à une armée. Mais s'il s'attaque à une armée, il a très peu de chances d'en sortir vainqueur, puisque même s'il est très, très, très puissant et très, très bon, l'armée va avoir le dessus sur lui tout simplement parce qu'il y aura plus de monde contre lui. Donc, l'idée du guerrier comprend bien quelque part cette notion de collaboration finalement, de pouvoir justement comprendre quelque part la synergie de plusieurs personnes. Comment je peux justement être plus fort en reconnaissant ma puissance, mais en reconnaissant la puissance des autres. Et c'est intéressant parce qu'on aborde cette notion maintenant de plus en plus d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'elle propose? C'est qu'il n'y a pas si longtemps, on se disait être intelligent, ça va un QI assez élevé. Le QI, c'est le quotient intellectuel. Et là, on commence à comprendre que le quotient intellectuel n'est rien sans cette fameuse intelligence émotionnelle qui nous rappelle justement qu'on peut être super intelligent, super puissant, super leader incroyable, mais si on ne sait pas justement reconnaître les atouts des gens qui sont autour de soi, qu'on n'est pas capable d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour reconnaître que chacun des individus qui sont autour de soi ont des compétences qui sont très, très intéressantes et très importantes
et très complémentaires aux miennes, ben, quand on commence à comprendre ça, c'est là qu'on commence à construire finalement ce qu'on pourrait appeler une forme d'armée, une armée pacifique, hein, mais une armée de gens qui vont être capables de collaborer entre eux pour être en mesure justement de bâtir, de construire, de faire évoluer une activité professionnelle, par exemple, pour atteindre justement une optimisation des compétences qui sont associées à cela. Donc, le guerrier, finalement, dans le sens originel, dans son expression la plus noble, c'est vraiment quelqu'un qui a compris justement que le combat, la guerre, c'est vraiment la dernière étape, puisqu'il y a plein d'autres étapes avant d'arriver à cette étape-là, qui correspond justement à cette idée de chercher justement à développer des complémentarités, de travailler en collaboration avec les gens, etc., etc. Et c'est bien évident que quand on regarde l'histoire de l'humanité, cette notion de guerrier dans l'expression noble du terme a peu été développée, puisqu'on a beaucoup plus cherché donc à mettre l'emphase sur cette notion de dominant-dominé, c'est-à-dire je suis plus fort que toi, donc parce que je suis plus fort que toi, ben, tu vas devoir finalement te soumettre à moi. Et comme je suis plus fort que toi, je vais t'humilier au maximum pour te faire sentir quelque part que tu ne vaux rien. Alors, inévitablement, ce sentiment d'humiliation va générer chez l'autre personne une forme de frustration et de colère qui va l'amener un jour ou l'autre à faire des actions qui vont finalement déplaire à l'autre personne éventuellement parce que on va faire des actes de trahison, on va faire des trucs qui sont dégueulasses pour lui faire comprendre à l'autre personne qu'on lui en veut parce que justement, elle nous a fait mal toutes ces années-là d'humiliation, par exemple. Donc, vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux qui entraîne donc la fameuse émotion d'humiliation, parce que la grande blessure émotionnelle du guerrier, c'est l'humiliation. L'humiliation, évidemment, c'est qu'un guerrier, quelque part, qui est puissant et qui est fort et qui se fait humilier, ben, quelque part, il se sent dans une position où il n'est pas en mesure, justement, de, de faire valoir quelque part les compétences, les forces, les puissances qu'il peut avoir en tant que guerrier. Donc, l'humiliation va être une émotion très, très douloureuse pour le guerrier. Et quand on est un enfant, ben, on comprend évidemment qu'on développe une volonté, nous, d'être fort, on développe des compétences, d'avoir des qualités par exemple, on constate qu'on est intelligent, on peut constater qu'on est bon dans des sports, on peut constater qu'on est beau ou belle, que les gens nous apprécient, nous aiment par notre personnalité. On développe finalement des sentiments quelque part de puissance qui nous font comprendre que ces atouts-là que l'on a font qu'on a un avantage sur les autres. Et cet avantage-là, quelque part, c'est là la maturité de l'être humain. Est-ce que l'être humain qui est assez mature comprend habituellement que c'est pas parce qu'il y a un atout sur les autres qu'il doit l'utiliser et qu'il doit même exploiter les autres avec ça. Il doit au contraire comprendre justement que parce qu'il y a cet atout-là, il peut collaborer avec les autres pour que cet atout-là puisse justement générer donc des échanges intéressants, constructifs, des belles collaborations qui peuvent s'en résulter. Malheureusement, lorsque l'humiliation se manifeste, il va y avoir donc ces deux fameuses réactions hypo-hyper dont j'ai parlé tantôt. Donc l'hypo va souvent générer à quelque part ce qu'on peut appeler le dominé. Alors, le dominé, ça veut dire quoi? Ça veut dire également aussi le masochiste, c'est-à-dire celui, à quelque part, qui va accepter finalement d'être dominé et qui va accepter, quelque part, de subir cette domination-là. Et c'est là qu'on devient masochiste, c'est-à-dire qu'on endure des choses qui ne sont pas acceptables, alors qu'on ne devrait pas les accepter. Et c'est là qu'on comprend, quelque part, que le guerrier qui est humilié, ben, il vit cette espèce d'expérience d'humiliation comme une programmation qui lui donne l'impression qu'il ne peut pas voir autrement les choses qu'être dans cette expérience de dominer, dans cette expérience de masochiste. Hein, il ne peut pas être dans une autre position que celle-là, puisque ce n'est pas possible. Et ça, on voit bien dans la société que cette position de dominer, on l'a tous à quelque part, à des degrés différents. On est tous dominés par une société. Alors, pourquoi être dominé? C'est un terme qu'on pourrait se poser la question, pourquoi on devrait être dominé? Pourquoi on ne devrait pas favoriser une collaboration dans laquelle il pourrait y avoir une hiérarchie, bien sûr, mais une hiérarchie respectueuse? Pourquoi c'est obligé qu'on soit dominé? C'est là qu'on comprend quelque part la conscience humaine n'a pas encore été à un niveau de développement très élevé par rapport à ces réflexions-là. On est encore dans l'espace grégaire humaine qui nous ramène simplement à l'idée qu'il y a des êtres qui doivent être dominés et des êtres, dans le cas de l'hyper, qui vont être dominants. Des dominants, c'est quoi? Ce sont des gens, quelque part, qui vont chercher à utiliser leur force, leur puissance, pour faire comprendre à d'autres êtres humains qu'ils ne sont rien. Et c'est là qu'on touche la notion du sadique. Le sadique, bien évidemment, c'est celui, quelque part, qui va manifester une certaine forme de violence, une certaine forme d'agressivité pour faire comprendre aux autres qu'ils ne sont rien. Alors évidemment, là, je fais des grandes caricatures, hein, mais il faut bien mettre en évidence qu'on vit dans une société où les dominants et les dominés et dominants plutôt, existent. Et cette position-là de dominer et de dominant nous éloigne complètement quelque part de la nature évolutive du guerrier qui est en soi. Et qu'est-ce que ça génère, ce dominer et dominant? Mais ça génère quelque part de la frustration, de la colère chez le dominé, qui se sent soumis, mais qui se sent en colère et en révolte,
Et le dominant, ben, quelque part, lui, se met dans une position où il cherche donc à contrôler, contrôler, contrôler constamment. Et dans ces conditions-là, on n'est pas dans une position de valorisation ou de respect mutuel des êtres humains. On est plutôt dans une position, quelque part, d'une part, de contrôle. Le dominant cherche à contrôler le dominé, et le dominé, ben, quelque part, se sent obligé de devoir subir les forces du dominant. Et ça génère donc des dynamiques malsaines au niveau émotionnel qui vont entraîner une situation où dès que le dominé va pouvoir devenir dominant, ben, il va pouvoir le faire, il va le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va finalement chercher à dominer les gens qui sont autour de lui. Et c'est un cercle vicieux qui va se construire de cette façon-là. Donc, vous voyez que dans la nature du guerrier, quelque chose d'important, quelque part, à cerner par rapport à cette notion justement de comment moi, je peux me sortir de ces positions de dominé et dominant pour chercher à collaborer, pour chercher à construire finalement une forme de respect mutuel entre les êtres humains. C'est ça un peu qu'on pourrait dire par rapport à la nature du guerrier. La quatrième famille dont je voulais vous parler, c'est le serviteur, qui est relié au chakra du cœur. Et le serviteur, dans son expression noble, c'est celui justement qui a compris à quelque part que, d'une part, le serviteur, qu'est-ce qu'il a appris, lui, en tant qu'être humain, c'est qu'il a appris à devenir un adulte. Il a appris à comprendre que parce qu'il se connaît, parce qu'il a compris quelque part les compétences qu'il avait en lui, il a envie de servir l'humanité. Non pas de la façon que l'humanité va vouloir, la société va vouloir l'utiliser, mais plutôt de la façon que lui souhaite exprimer qui il est. Donc, c'est là qu'on touche vraiment à la mission de vie, justement. Hein. Quand on aborde le serviteur, c'est un acte de maturité qui commence à prendre forme, parce que le serviteur comprend quelque part qu'il se connaissait bien, et parce qu'il se connaissait bien, il sait qu'est-ce qu'il peut apporter maintenant dans la société, parce qu'il reconnaît que la société peut ne pas être en accord avec ce qu'il souhaiterait. Hein. La société n'est pas conçue d'une façon idéale comme il le souhaiterait, et le serviteur va avoir envie d'amener un apport à la société en lui disant, regarde, moi je pense que je peux apporter quelque chose de positif et d'évolutif à la société. Voici ce que je propose. Et souvent, le serviteur va arriver avec une vision un peu comment dire, avant-gardistes. Alors, souvent, les serviteurs vont se retrouver, par exemple, à construire des, des, euh, des éco-villages, par exemple. Des éco-villages, qu'est-ce que c'est? Ce sont plusieurs personnes qui vont se retrouver dans un lieu, hein, par exemple, et dans lequel ils vont acheter des maisons dans une maison à la campagne, dans un grand terrain de campagne. Ils vont acheter des maisons, puis ils vont construire un monde qui va fonctionner selon des règles et des lois qui leur sont propres. Et ça, c'est un peu la réponse du serviteur qui s'est dit, mais voilà, je ne peux pas changer le monde, mais ce que je peux faire, par contre, c'est me construire un monde qui va me ressembler et qui va correspondre justement à ce que je crois ce que je crois que la vie devrait être finalement. Donc, vous voyez que le serviteur a un peu cet aspect-là. Puis, dans le serviteur, c'est quelqu'un qui est au service des autres, mais qui n'est pas en train de se perdre dans les autres. C'est quelqu'un qui assume son individualité, qui assume son adulte en lui et qui est capable donc de servir les autres en se respectant. Alors ça, c'est un autre élément important. C'est quelqu'un qui va avoir envie justement d'assumer sa masculinité ou sa féminité en tant qu'homme ou de femme et qui va être capable donc de servir les autres, mais en respectant les propres limites de ce qu'il peut faire. Moi, je suis prêt à te servir, mais je ne suis pas prêt à faire telle chose, telle chose, telle chose. Hein. Je suis prêt à faire ce que je peux, ce que je crois juste pour pouvoir finalement te servir. Donc, le serviteur, c'est vraiment un avant-gardiste qui cherche à construire donc un monde nouveau avec de nouvelles règles, de nouvelles lois, parce qu'il a un esprit mature, ce serviteur-là. Donc, il a compris à quelque part que la société n'était pas parfaite, mais parce qu'il y a une certaine maturité, une certaine réflexion qui est derrière lui, il est capable donc d'amener un regard nouveau et il va chercher donc à implanter ce regard nouveau-là dans la société, à sa façon à lui, à sa manière à lui, dans la société telle qu'elle est présentement. Donc ça, c'est le serviteur. Maintenant, il y a une blessure émotionnelle associée au serviteur, qui est la trahison. Alors, évidemment, le cœur, c'est le chakra du cœur, le serviteur. Donc, on comprend que la trahison, ça touche beaucoup toute la notion de l'amour. Hein. L'amour, c'est quand on se sent trahi, et quelque part, c'est souvent parce qu'une personne n'a pas su, n'a pas exprimé quelque part cette fameuse amour-là qu'on aurait souhaité, et on a eu l'impression d'avoir été trahi par cette personne-là. Et ça va générer quoi? Dans le cas de l'hypo et de l'hyper, ça va créer deux tendances. Dans le cas de l'hypo, où il y a un manque d'énergie dans le chakra du cœur à ce moment-là, ça va créer ce que j'appelle, moi, l'égoïste. L'égoïste, c'est quelqu'un qui a le cœur fermé et qui a décidé, lui, de comprendre qu'il ne voulait plus servir. Il ne voulait pas servir parce qu'il y a trop de danger à servir, ça fait trop mal, c'est trop douloureux. Les gens sont égoïstes, donc comme ils sont égoïstes, ben, moi, je vais être égoïste aussi. Peut-être même plus qu'eux, de façon à ce que je puisse contrôler tout finalement par rapport à cette envie que j'ai de pouvoir profiter d'une certaine façon de ce qui se passe autour de moi pour ne pas, moi, me retrouver dans une position où je vais être au service des autres. Donc ça, c'est vraiment le côté hypo qui va s'exprimer de cette façon-là. Et le côté hyper, ben, c'est évidemment le généreux, mais le généreux qui est d'une façon beaucoup trop élevée
hein, je vais donner un exemple de ce type de serviteur-là. La femme monoparentale qui est infirmière et qui travaille à temps plein en tant qu'infirmière pour des personnes dans le besoin, par exemple des gens qui sont en gérontologie, très très malades, etc., et qui travaille à temps plein là-dessus et qui doit s'occuper de son enfant à temps plein aussi à la quelque part. Vous voyez qu'il y a quelque chose, un non-sens dans ça. C'est une femme seule, elle doit s'occuper de son enfant, elle doit s'occuper de son travail, elle doit tout gérer toute seule. Donc, elle devient quelque part dans un état de service, mais un service qui est démesuré. Elle n'a plus d'espace pour elle. Elle n'a plus d'espace pour exister en tant que femme. Alors, vous voyez que quand on tombe dans l'hyperactivité, dans le serviteur, c'est ça qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va se perdre un petit peu dans une position où on va être justement complètement happé par la société, par la demande extérieure. Et le fait qu'on soit happé, on n'arrive plus, nous, à quelque part, à penser un seul instant à soi. Alors que l'hypo, l'égoïste, lui, il va avoir justement l'inverse. Il va vouloir donner rien aux autres, donc il va tout vouloir garder pour lui. Et c'est ça qui va finalement l'amener justement à être ce qu'on pourrait appeler avoir le cœur fermé. Voyez. Donc, vous voyez, ce sont deux caricatures, bien évidemment. L'équilibre de ces deux caricatures-là, c'est le serviteur dans son expression la plus noble, comme je vous le disais précédemment. Pour poursuivre maintenant, la cinquième grande famille, ce sont les créateurs. Et les créateurs, c'est relié au chakra de la gorge. Et les créateurs, finalement, c'est l'être humain qui commence donc à ouvrir la porte vers le ciel. Alors, quand on ouvre la porte vers le ciel, qu'est-ce qui se passe? On commence à se rendre compte qu'on est connecté avec une inspiration intuitive, je dirais. Cette inspiration intuitive va nous mettre en contact avec des pensées nouvelles, des créativités, des idées quelque part qu'on n'avait pas envisagées auparavant. Je pense à Einstein, par exemple, qui est arrivé avec cette théorie de la relativité. Il est arrivé avec cette théorie de la relativité, il a commencé à l'expliquer à tout le monde, puis personne ne comprenait ce qu'il racontait, parce que la théorie de la relativité qu'il avait comprise, il était comme trop en avance sur son temps, donc même les physiciens qui étaient autour de lui ne comprenaient pas ce qu'il avait à communiquer. Ça a pris plusieurs années avant que les autres physiciens commencent à comprendre, à conceptualiser le savoir qu'Einstein amenait avec la théorie de la relativité. Donc, il y a des gens comme ça sur Terre, qui peuvent être plusieurs sur Terre, mais qui vont arriver avec une idée nouvelle qui va révolutionner le monde et qui va entraîner justement une nouvelle vision du monde. C'est-à-dire que tous les êtres humains, un jour, vont penser quelque part à cette pensée-là qui est amenée par un individu ou quelques individus sur Terre. Donc, les créateurs sont les premiers individus qui vont être capables d'amener sur Terre cette nouvelle pensée-là, cette nouvelle vision-là. Il y a des grands musiciens aussi qui peuvent être des créateurs. Vous voyez, il y a plein d'avenues, des grands chanteurs. Bon, les créateurs sont des gens qui arrivent avec de nouvelles énergies, de nouvelles formes musicales, créatives, théâtrales. Ça peut être des inspirations scientifiques, etc. Il y a plein d'options possibles. Mais vous voyez que les créateurs vont arriver donc avec une originalité qui vont les amener à être avant-gardistes. Alors, quand on dit avant-gardiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont une certaine individualité, qui sont assez originales et capables de reconnaître leur originalité pour se donner la permission d'oser dire des choses qui sont d'avant-garde, donc que des gens ne sont pas prêts à entendre, ou qui ne sont pas prêts à écouter, ou ne sont pas prêts à accueillir ou accepter parce que c'est trop avant-gardiste finalement. Donc les créateurs sont des gens courageux qui croient énormément en eux et qui ont le besoin donc de croire en eux et d'exprimer ce qu'ils sont. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, quand on est avant-gardiste, il y a un piège qui vient avec ça, c'est que l'avant-gardisme, bien évidemment, il y a des gens qui vont sortir des tomates puis ils vont nous les lancer sur la figure. Parce que justement, ils vont se dire, ben voilà, moi, ta créativité, j'en veux pas, c'est pas quelque chose qui me convient, ça me dérange que ce que tu me racontes, ça me dérange que ce que tu fais, etc. Et là, vous allez comprendre évidemment que le créateur va vivre donc une émotion, une blessure. Et la blessure, c'est l'injustice. Hein, qu'on arrive avec quelque chose qu'on arrive avec une idée créatrice, qu'on arrive avec quelque chose d'important, et que les gens nous regardent puis nous disent c'est pas vrai ce que tu dis ou c'est nul ce que tu nous apportes, et que finalement, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, tout le monde finalement a reconnu la véracité de ce qui était dit, mais vous comprendrez qu'il y a une injustice profonde là-dedans. Quelqu'un qui arrive avec sa vérité, qui est convaincu de sa créativité, qui est convaincu de son idée et qui ne se fait pas accepter, c'est quelque chose de très, très douloureux. Et malheureusement, dans la société, vous avez sans doute des exemples de ça vous-même, et il y a évidemment beaucoup de gens quelque part sur Terre qui ont vécu ça. Hein, on ne parle pas d'une personne, c'est malheureusement une expérience fréquente, puisque des créateurs sont des gens qui ont des idées originales, et avant que ces idées originales-là puissent être accueillies par la société, ça peut prendre quelques temps, quelquefois. Donc, il y a la blessure émotionnelle de l'injustice, puis finalement, ça entraînait deux réactions possibles, l'hypo et l'hyper. Donc, l'hypo, c'est le routinier. Alors, quand vous allez me dire, ça vient faire quoi avec le créateur, le routinier? Bien évidemment, c'est que quand on a vécu une injustice, peut-être étant enfant, hein,
on peut très bien se dire, ben voilà, moi, je ne veux plus revivre cette injustice-là. On me demande à quelque part de ne pas être créateur. On me demande, je dérange quand je suis créateur, donc je vais devenir routinier. Routinier, ça veut dire quoi? Ben, je me lève à 5 heures le matin, je me couche à 6 heures, à 8 heures le soir, et je fais toujours la même journée, je fais toujours les mêmes choses, je ne me pose pas de questions, je ne veux surtout pas, quelque part, amener une créativité dans ma vie, parce que j'ai compris que cette créativité était dangereuse. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment le côté routinier qui va en résulter. Là, évidemment, ce sont des caricatures que je vous présente, mais le routinier, c'est vraiment quelqu'un qui va chercher à constamment préserver la routine. Alors que dans le cas de l'hyperactivité, c'est quelqu'un qui, devant cette injustice individuelle-là qu'il a vécue, va se disperser. Il va donc être un peu un touche-à-tout. Il va toucher à plein de projets, mais un peu comme quelqu'un on pourrait rencontrer dans la rue en disant: ah, puis comment va ta vie? Ah, j'ai plein de choses, j'ai plein de choses, j'ai plein de choses. Et 5 ans plus tard, on rencontre la même personne, puis comment va ta vie? Ah, j'ai plein de choses, j'ai plein de choses. Mais quand on regarde dans les faits concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne-là? Elle n'a rien fait. C'est-à-dire qu'elle est simplement omnubilée par plein d'idées, mais elle n'est pas capable de les concrétiser dans le monde de la matière parce qu'elle a l'impression justement que les concrétiser dans le monde de la matière, cela la mettrait dans une position dangereuse aussi, encore une fois, parce que ça la mettrait dans une position où elle pourrait, encore une fois, être ne pas être reconnue comme elle l'aurait souhaité. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que ça va entraîner. Alors, évidemment, donc, la mission de vie du Créateur, bien, vous l'avez compris, hein, c'est qu'on a tous, une capacité d'amener sur Terre quelque chose de créateur. Ça peut être des choses toutes simples. Hein? Il ne s'agit pas de penser à ce qu'Einstein a mis en place pour se dire, ben voilà, je fais exactement comme Einstein. Je pense qu'on a tous une capacité créatrice en tant qu'être humain et se faire confiance dans notre créativité, c'est se donner la permission justement de s'individualiser. Parce que le créateur, c'est un individu qui s'individualise parce qu'il a reconnu qu'il avait une inspiration intuitive qui l'amenait donc à manifester cette créativité-là dans sa propre vie. Donc, je pense que c'est important donc de se rappeler cela. Alors, pour la sixième famille maintenant, c'est le philosophe qui est relié donc au chakra frontal. Et le philosophe, c'est le grand sage. C'est celui, à quelque part, qui a synchronisé ces deux hémisphères, l'hémisphère cérébral, intellectuel et celui intuitif, et a fait en sorte que cette synchronisation-là lui a permis de développer la position de témoin. La position de témoin, c'est une position d'observateur qui comprend les choses. Pourquoi il comprend les choses? Parce que dans la démarche intuitive, de la pleine conscience intuitive, justement, quand on cherche à développer l'intuition, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est de se mettre dans une position de retrait. Pourquoi je dis de retrait? Parce que si je ne suis pas dans un retrait, je suis avec moi. Et comme on veut se mettre dans une position d'expansion de conscience, ce retrait va nous permettre justement d'observer ce qui se passe en moi ou d'observer ce qui se passe chez mon partenaire sans aucun jugement. Parce que la position de témoin est une position d'observateur. Ce n'est pas une position d'évaluateur, c'est une position d'observateur qui observe ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à discuter avec les perceptions, justement, puis favoriser le langage intuitif, le langage de la pleine conscience intuitive. Donc, le philosophe, c'est vraiment celui qui a développé cette compétence-là à son maximum et qui, en plus de ça, a comme développé par cette connaissance-là une forme de sagesse. Et c'est ce qui va amener donc des gens à aller le voir parce qu'ils vont se dire, ben voilà, moi j'ai des problèmes et cette personne-là est capable de comprendre ma vie, est capable de me guider, de m'orienter, de me diriger. Donc, je vais aller voir cette personne-là parce que c'est une forme de sage pour moi. Alors, vous voyez que le philosophe va vraiment avoir cette espèce de position sociale naturellement parce que c'est quelqu'un qui est songé, qui réfléchit, qui comprend les choses, parce que cette position de témoin l'amène à être connecté avec l'intuition, l'amène à connecter avec une forme de rationalité, une intelligence rationnelle, mais en même temps qu'une intelligence intuitive aussi. Donc, il y a vraiment un équilibre des deux qui va faire qu'il va comprendre les choses de la vie, la matière, les problématiques que les gens peuvent vivre avec énormément de sagesse et d'intelligence. C'est pourquoi il va être vraiment un grand guide comme individu. Alors, évidemment, le philosophe, dans cette sagesse-là, va vivre aussi une blessure émotionnelle potentiellement. Cette blessure émotionnelle, c'est l'injustice, la même blessure émotionnelle que le créateur, mais l'injustice sociale. Alors, l'injustice sociale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'habituellement, le philosophe, le sage, va avoir une influence sur l'être humain dans le sens d'une certaine population. C'est-à-dire que le créateur a un projet créatif dans son sens qu'il est inspiré par sa propre créativité et il l'apporte lui-même. Le philosophe, le sage, va habituellement être un être qui va avoir, les gens vont être attirés par lui. Ils vont avoir envie de se retrouver avec lui. Ils vont avoir envie, quelque part, d'échanger avec lui. Ils vont avoir envie, quelque part, de développer en quelque sorte une genre de structure, de système, hein, quelque part, de regroupement de gens qui vont faire que ce sage-là va se retrouver avec des gens qui vont l'honorer, le reconnaître, le valoriser. Et c'est évident qu'on vit dans une société
où ce regroupement social avec des gens qui ont des façons différentes de voir les choses peut nous amener à vivre l'injustice sociale parce qu'en France, par exemple, on va souvent nommer ce type de regroupement de gens-là les sectes. Hein, on va simplement dire, ah, ça c'est une secte. Alors que c'est peut-être, ça peut être une secte, hein, bien sûr, mais ça peut ne pas être une secte. C'est-à-dire qu'une personne qui est un sage, qui fait en sorte, parce il est une personne qui est allumée, je dirais, qui se retrouve avec un certain nombre de personnes, et que ce certain nombre de personnes l'amène à développer une genre de regroupement, par exemple, ou de philosophie, ne va pas nécessairement donc venir finalement une secte. Hein, ça va simplement être un regroupement de gens. Les grands philosophes, par exemple, ont développé des mouvements philosophiques, finalement. Les grands spirituels ont développé des mouvements spirituels. Alors, tout ça, quelque part, ça ne veut pas dire que c'est associé à des sectes, mais c'est davantage associé, quelque part, à des gens qui ont développé une foi, une vision du monde qui leur est propre, grâce à cet individu-là qui a amené donc une façon de voir les choses qui est différente peut-être que ce qu'on retrouve dans la société générale et qui a amené ces gens-là à vouloir être avec cette personne-là parce qu'ils se disent, ben voilà, j'aime sa philosophie, j'aime sa vision du monde, ça me nourrit, ça me fait du bien, j'ai envie de pouvoir continuer avec cette personne-là, puis de pouvoir peut-être suivre un enseignement, de suivre cette personne-là à travers son cheminement, etc. Donc, vous voyez quelque part que ce regroupement de gens-là peut amener, socialement parlant, donc la société à dire, à juger sévèrement cette organisation-là parce qu'elle a des pensées différentes, parce qu'elle a une vision différente, parce qu'il y a l'intuition là-dedans, donc une vision quelque part intuitive des choses, une compréhension quelque part des choses qui nous amène à voir la vie différemment que ce qu'on retrouve dans la société d'une façon générale. Donc, vous voyez que tout ça va entraîner donc cette forme d'injustice sociale parce que on pourrait justement avoir l'impression en tant que philosophe de faire du bien au monde, mais le monde pourrait nous refléter quelque part que c'est pas bien ce qu'on fait, parce que justement le monde pourrait juger de ce que l'on fait ou de ce que l'on dit d'une façon inadéquate. Donc, ça va générer donc deux types de réactions. Alors, vous voyez que quand un philosophe naît sur Terre, il faut savoir que le philosophe est très mature, très jeune. Alors, vous comprendrez qu'un enfant qui est très jeune, qui est très mature, qui comprend que ses parents ont des problématiques, qui comprend les enfants autour de lui, qui comprend plein de choses, alors qui est un enfant, ben, vous comprendrez que s'il commence à exprimer ce qu'il comprend, puis à porter un regard de témoin à ce qui se passe autour de lui, il y a des chances, évidemment, que les parents, que les gens autour de lui, ben, ils disent, hey, là, pour qui tu te prends, toi, là? Hein, pour qui tu te prends pour oser dire des choses comme ça? Donc, vous comprendrez que le philosophe peut se retrouver dans une position inconfortable, donc dans le sens où il va se sentir dans l'injustice, par exemple, de la famille. Quand on dit une injustice sociale, ça peut être dans la famille. Hein. Simplement, dans la famille, je peux me sentir dans une forme d'injustice parce que je ne me sens pas reconnu dans mon savoir, dans ma sagesse. Et parce que je ne me sens pas reconnu, ben, je pourrais développer deux types de comportements, hypo ou hyper. L'hypo, ça va être ce que j'appellerais, moi, le scientifique. Ça veut dire quoi, le scientifique? C'est celui qui veut démontrer scientifiquement toute chose. Alors, c'est quelqu'un qui a donc une pensée rigide et qui a une volonté de constamment démontrer tout ce qu'il avance et tout ce qu'il dit, comme s'il fallait toujours quelque part qu'il repose sur la science pour être capable de faire valoir ce qu'il a à dire. Comme s'il ne se faisait pas confiance d'aucune façon par rapport à ses propres intuitions, il fallait absolument que ça repose sur ce que d'autres êtres humains ont pu communiquer ou ont pu dire. Vous voyez, ça c'est vraiment donc le scientifique dans le cas de l'hypo. Et l'hyper, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'énergie dans le chakra frontal, ça peut des fois générer donc une position trop grande, un individu trop intuitif. Quand je dis trop intuitif, je veux dire par là trop déconnecté. Parce que quand on est trop intuitif, qu'est-ce qui va se passer? On va se connecter avec l'intuition. L'intuition va tellement prendre de l'espace dans notre façon de voir les choses qu'on va se déconnecter de la réalité parce que justement, on va plus avoir notre rationnel qui va venir nous servir en quelque sorte pour justement permettre que notre intuition puisse être intégrée dans le monde de la matière. Donc, ça va faire des individus qui ont une forme d'intuition, mais qui peut des fois être irrationnel, un comportement irrationnel, un comportement où on assume des choses, où on affirme des choses intuitives, mais qu'on n'a pas vérifié dans le monde terrestre. Alors, ça peut des fois donc donner l'impression qu'on est un peu hurluberlu, parce que justement, on n'a pas tout à fait les deux pieds sur terre, puis on n'a pas toujours tout à fait la capacité de démontrer que nos intuitions sont justes, mais on part du principe qu'elles sont justes parce qu'elles viennent du ciel, par exemple, elles viennent de l'univers. Vous voyez, alors, ça peut créer donc un comportement un petit peu trop intuitif à ce moment-là, qui peut donc des fois être jugé aussi par le fait que ces intuitions-là, c'est un peu comme quelqu'un qui est trop perché. Hein, quand on dit trop perché, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas les deux pieds sur terre, puis qui n'est pas capable, justement, de se connecter justement à ce qui se passe dans le monde terrestre. Comme ça, quelque part, il était toujours en état de fuite par rapport à tout ça.
Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu ça que je dirais par rapport à l'hyperactif, par rapport au philosophe, donc. Alors, évidemment, la position, donc, de mission de vie du philosophe, c'est de retrouver sa sagesse, de retrouver sa position de témoin et de retrouver son droit à être capable, justement, de pouvoir constater qu'il est apte à comprendre les choses de la vie, comprendre les choses de la vie avec son intuition et son rationnel, et d'amener justement un regard différent sur la vie en général, et d'être capable donc d'assumer qu'il est un sage, donc il est capable donc de guider les gens, de les aider, de les amener à pouvoir évoluer, progresser, cheminer à ce moment-là. Donc ça, c'était pour le philosophe, qui était la sixième famille. La dernière famille, maintenant, c'est la famille des spirituels, qui est reliée donc au chakra couronne, qui est le sommet de la tête. Et le spirituel, c'est l'être aligné. L'être aligné, ça veut dire quoi? C'est l'être justement qui est en harmonie, qui est en alignement avec son essence profonde, son essence fondamentale. C'est l'être que les gens vont avoir envie d'être avec lui, non pas parce qu'il y a quelque chose à nous dire, mais parce qu'il dégage quelque chose de particulier. Il dégage quelque chose de particulier parce qu'il est en état de paix avec lui-même, en état de tranquillité avec lui-même. Les gens ont envie, à quelque part, de pouvoir le côtoyer, de pouvoir être simplement auprès de lui, parce que c'est une personne qui, comme est dans une forme de réalisation, ben, à quelque part, elle dégage dans son champ énergétique une forme de paix, de tranquillité. Alors, c'est là qu'on parle vraiment de la notion du gourou, par exemple. Hein. Des gens qui vont aller rencontrer un gourou, qui vont se sentir bien avec ce gourou-là, vont avoir envie de le suivre. Donc, l'aligné, quelque part, le spirituel, c'est vraiment cet être humain qui a donc été capable d'atteindre un niveau de réalisation humaine. Et cette réalisation humaine ne passe pas nécessairement par le mot. Hein, tantôt, on parlait du philosophe qui était vraiment quelqu'un qui était capable donc de guider les autres. Le spirituel n'est pas dans un processus de guidance comme tel, il est plus dans un processus de réalisation. Et cette réalisation l'amène justement à simplement incarner cette réalisation-là. Et le fait qu'il l'incarne ben, va générer donc des échanges avec son entourage qui va être intéressant et riche. L'injustice qui va être associée donc au spirituel, c'est l'injustice spirituelle, justement. Encore là, on parle d'une troisième injustice, mais cette fois-ci, elle est spirituelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si moi, je suis un être d'alignement, je suis un être aligné à ma dimension spirituelle, je peux arriver à un moment à me dire, mais merde, Dieu m'a abandonné. Je pense simplement à Jésus, hein, quand on pense à la Bible. Jésus, à un moment donné, a exprimé ça hein, dans son expertise de vie, dans son expérience de vie. À un moment donné, il y a vraiment une impression que Dieu l'avait abandonné. Alors, cette injustice spirituelle, c'est comme un défi, c'est comme une épreuve, je dirais, dans la démarche spirituelle. Hein. C'est-à-dire que moi, je me sens en connexion avec ma dimension spirituelle, je suis aligné, puis à un moment donné, je peux quand même ressentir une injustice parce que j'ai l'impression, quelque part, que je vis des choses qui ne sont pas des cadeaux, considérant tout ce que j'ai fait pour la dimension spirituelle. Alors, c'est là qu'on peut évidemment vivre une certaine forme de souffrance associée à ces moments-là, qui va générer deux types de comportements hypo-hyper, comme je disais tantôt. Dans le cas de l'hypo, bien évidemment, il y a un manque d'énergie dans la chakra couronne, donc ça va créer un existentialiste. L'existentialiste, c'est qui? C'est l'individu, à quelque part, qui ne veut plus faire confiance à la dimension spirituelle, qui se dit, ben voilà, moi, je ne fais confiance qu'à la vie terrestre, l'existence, comment elle fonctionne, comment elle est. Moi, je ne me pose pas de question à savoir si Dieu existe. Ce que je veux, finalement, c'est de vivre tout simplement en harmonie avec ce que je vois de la matière terrestre. Et c'est seulement ça qui est pour moi important. Tout le reste, à quelque part, je n'y crois pas parce que je n'ai pas envie de donner de l'importance à tout cela. Donc, vous voyez quelque part que l'hypo va donc entraîner un individu qui va manquer de foi, en quelque sorte. Et souvent, bien évidemment, quand un être né sur Terre, un être qui est aligné spirituellement parlant, bien, il peut bien, à quelque part, observer que même si c'est dans un état d'alignement, il va vivre à quelque part des événements, des situations de souffrance dans sa jeunesse, à quelque part, puisqu'il est confronté à devoir être avec d'autres êtres humains qui n'ont pas le même niveau de conscience que lui. Et c'est là, évidemment, qu'il pourrait donc développer cette réaction hein, de dire, ben non, moi, j'ai plus envie de faire confiance à Dieu, parce que Dieu, à quelque part, a été méchant avec moi, donc je vais donc vibrer dans l'existentialiste. De l'autre côté, l'hyperactif, va être finalement complètement l'inverse. C'est l'individu qui a vécu une injustice spirituelle de la même façon, mais qui se dit, ben moi, tu m'as oublié, ben tiens, je vais te montrer moi quelque part que moi, je vais te montrer qui a la vérité là quelque part. C'est un peu comme une révolte. C'est un peu comme l'être spirituel qui se révolte contre Dieu en se disant, je vais te montrer moi c'est qui est Dieu. Et là, à ce moment-là, cet être humain-là va tomber dans une forme de, de situation, d'identification, il va se dire, je suis Dieu. Et il va commencer à incarner ça auprès des gens. Alors, c'est là qu'on tombe vraiment dans l'aspect sectaire. Là, on parle de dérive sectaire possiblement dans l'hyperactif parce que cet individu-là, comme il a la conviction qu'il est plus important que les autres,
parce que quelque part, il se proclame comme étant Dieu ou comme étant quelqu'un d'important, ben à ce moment-là, il va inévitablement se mettre dans une position de pouvoir égoïque, où il va commencer à dire, ben voilà, comme je suis Dieu, j'ai le pouvoir de ceci, j'ai le pouvoir de cela, etc. Et évidemment, les gens qui sont autour de lui, ben, pourraient se faire emberlificoter, pourrait-on dire, dans la façon de penser que cet individu-là pourrait avoir. Et là, ça pourrait générer véritablement des mouvements spirituels qu'on pourrait qualifier un peu malsains, parce que l'individu serait dans une position de pouvoir envers d'autres individus, alors qu'on sait que dans une démarche, le spirituel qui est aligné n'est pas dans une relation de pouvoir avec les autres. Il incarne la spiritualité. Et parce qu'il l'incarne, les gens vont venir vers lui. Alors que dans ce cas de l'hyperactif, c'est quelqu'un qui a pris possession de sa spiritualité et qui se dit, ben voilà, je suis Dieu, et c'est moi qui va décider quelque part de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Et là, je deviens finalement un peu trop autoritaire, pourrait-on dire, celui qui a l'impression qu'il peut contrôler quelque part, que c'est lui qui décide de tout, etc. Et c'est là évidemment que des dérives peuvent se présenter dans un regroupement de gens comme celui-là, bien évidemment. Alors donc, la mission de vie du spirituel, vous l'avez bien compris quelque part, c'est de favoriser cette fameuse alignement avec la dimension spirituelle, de renouer contact avec elle de façon à ce qu'il y ait de plus en plus d'équilibre et d'harmonie dans la propre vie de cet être humain-là. Alors, quand je dis cet être humain-là, bien évidemment, nous sommes tous, à quelque part, nous avons tous potentiellement les capacités d'être un bâtisseur, d'être un communicateur, d'être un guerrier, d'être un serviteur, d'être un créateur, d'être un philosophe et d'être un spirituel. Nous avons tous la capacité d'avoir l'alignement juste et équilibré dans chacune de ces dimensions-là associées à nos chakras. Et évidemment, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'était un petit peu pour faire un tour d'horizon, pour vous montrer quelque part les grandes tendances humaines qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que dans la société, quand on regarde tout ce que je veux raconter, je pense que je n'ai pas raconté des choses qui sont éloignées de l'être humain. On est tous ces éléments-là, quelque part, se retrouvent dans l'histoire humaine, dans l'historique de toute la conscience humaine depuis le début des temps. Et aujourd'hui, on est dans une période de la vie où la conscience humaine doit finalement faire des choix et elle doit se donner l'opportunité justement de commencer à se donner l'autorisation de croire en ses capacités, de croire en ses ressources, de croire en ses potentiels évolutifs justement. Et je pense que se rappeler quelque part qu'on a tous en l'état de nous-mêmes ces potentiels évolutifs-là. Le bâtisseur a une expression très noble, le communicateur aussi, le guerrier aussi. Donc, chacun de ces chakras-là a donc une expression noble, mais nous l'avons tous en l'état de nous-mêmes. Nous avons tous le devoir, d'une certaine façon, à développer ces compétences-là, ces habiletés-là. Et c'est ça qui va faire que, justement, progressivement, la conscience humaine va se transformer puis va changer, puisqu'on va commencer, nous, en tant qu'êtres humains, à assumer le changement. L'assumer dès maintenant, et pas demain, mais dès maintenant, par le fait qu'on commence, justement, à faire la paix avec chacune de ces composantes-là. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais à vous présenter concernant cette grande famille. Alors, souvent, qu'est-ce que je fais? Bon, je pourrais répondre à des questions, mais s'il y a des gens qui ont envie, je pourrais faire aussi une démonstration. Puis ensuite, je pourrais faire la présentation également de l'enseignement qui est proposé aussi dans un troisième temps. Sylvana, est-ce qu'il y a des questions? Comment ça fonctionne? Les personnes qui veulent poser des questions, soit elles le passent par la fenêtre de discussion, soit elles me font signe et je leur donne la parole. Okay. Et on peut les entendre et les voir. Donc, c'est au choix. Donc, on peut attendre un petit peu. Il y a peut-être des questions qui arrivent. En tout cas, je suis tout à l'écoute de voir s'il y a des questions et de vous donner la parole. OK. Mais moi, peut-être que je pourrais faire la présentation de l'enseignement qui est proposé. Hein? Puis entre-temps, on pourra amener les questions ensuite. Alors, donc, effectivement, il y a un enseignement, comme Sylvana l'a dit au tout début, il y a un enseignement, une introduction à la pleine conscience intuitive qui est proposée. C'est un enseignement qui est en ligne, qui se présente sous forme de 3 modules d'enseignement. C'est l'équivalent d'un enseignement d'un week-end de 2 jours qui se manifeste sous forme d'introduction de 2 jours de la pleine conscience intuitive, dans laquelle vous apprenez, des techniques de base comme la pratique de l'enracinement, qui est une technique de préparation. Ensuite, vous allez aborder vraiment le décodage intuitif, comment on peut commencer justement à échanger avec notre corps, puis avec le corps d'un partenaire, puisque dans cet enseignement-là, une application vers soi, une application vers l'autre. Donc, l'application vers soi, c'est d'apprendre vraiment à voyager à l'état de nous-mêmes pour être capable de pouvoir évaluer, donc d'arriver à une forme d'échange et de discussion avec nos perceptions. Ça, c'est le décodage intuitif. Ensuite, on va aborder donc la notion de déprogrammation que j'ai parlé tout début de la conférence.
qui nous amène justement à prendre conscience que les mémoires qui animent notre être, ben, nous, on peut intervenir dessus. Et la physique quantique a très bien compris cette notion-là en disant justement que l'énergie, elle est animée d'informations. Ces informations-là, ce sont comme des programmations qu'on a en soi. Alors, quand je communique dans mon genou, puis je constate que j'ai de la tristesse dans mon genou, ben, je peux faire le constat de la tristesse, je peux questionner la tristesse pour en comprendre sa raison d'être, mais quand je cherche à déprogrammer ça, je cherche à donner à la tristesse ce dont elle a besoin. Alors, c'est quelque chose que je vais faire en lui demandant, et ensuite, je vais lui donner par mon intention et par ma capacité d'imaginer justement le besoin qui est demandé. Et en faisant ça, ce qui est miraculeux, ce qui est très intéressant, c'est que quand je donne ça à la tristesse qui se retrouve dans mon genou, je vais voir une transformation se faire. C'est-à-dire que mon genou va se transformer, la tristesse, l'état de tristesse va devenir différent. Et parce qu'il va devenir différent, il va me montrer quelque part de nouvelles informations sur moi qui vont me permettre de m'accompagner dans un processus de guérison. Alors, vous voyez que la déprogrammation devient une technique très intéressante parce qu'elle enrichit le travail intuitif, mais elle nous permet aussi de faire un travail de soins et de guérison sur soi également. Et ensuite, il y a également le travail de le pouvoir de l'amour qui est utilisé dans les techniques qui sont proposées dans le module 2. Le pouvoir de l'amour, c'est quoi? C'est l'utilisation du cœur comme la capacité justement d'accueillir toute chose. Alors, comment fait-on ça? C'est une technique de guérison qui est proposée, qui est très, très intéressante, qui peut se faire dans un contexte uniquement énergétique, mais qui peut également se faire dans un contexte de décodage intuitif, déprogrammation et soins. C'est-à-dire que je peux prendre le temps d'accueillir mon genou et prendre le temps quelque part de constater que dans mon genou, lorsque je l'accueille, lorsque cette technique-là d'accueil, je la fais, je vais constater qu'il y a des résistances et des réactions qui vont être présentes, que je vais pouvoir prendre le temps donc de décoder, de déprogrammer, de soigner. Alors, vous voyez que c'est là qu'on commence à aborder très rapidement, dans le cadre de l'enseignement, les trois grands concepts de la pratique et qu'on commence justement à constater que ces trois grands concepts-là, c'est ça qui vont nous permettre de pouvoir vraiment enrichir notre habileté intuitive de déprogrammation et de soins. Et on va apprendre à le faire sur un partenaire aussi, ces habiletés-là. Donc, ça va être quand même très, très intéressant et très riche. Et après cela, vous avez des techniques d'auto-guérison, donc la chirurgie, miniaturisation et transfert d'énergie qui sont enseignées. C'est trois techniques finalement qu'on apprend à faire sur soi pour travailler sur l'auto-guérison, donc travailler sur un organe, un système du corps sur lequel on veut faire un soin. Mais évidemment, on inclut dans le soin le décodage intuitif et la déprogrammation, comme je disais tout à l'heure, pour enrichir notre travail, pour vraiment développer une pleine conscience intuitive. Parce que souvent dans les soins, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de l'énergie. On ne sait pas ce qui se passe vraiment, on sent des choses, mais on n'est pas attentif, on n'est pas dans la pleine conscience intuitive, justement. Dans le travail que moi je propose, c'est vraiment de favoriser la pleine conscience intuitive en intégrant ces trois grands volets-là dans la pratique. Et on va apprendre dans un deuxième temps à le faire sur un partenaire, donc d'utiliser ces techniques d'auto-guérison-là pour la guérison, donc pour faire expérimenter un partenaire. Alors, cette introduction-là donc, a pour objectif de vous initier à la pratique personnelle et la pratique professionnelle. Et vous avez des webinaires qui vont être associés à ces enseignements-là. Les webinaires, ce sont des rencontres comme celles qu'on fait aujourd'hui, dans lesquelles vous allez poser vos questions par rapport aux enseignements que vous avez expérimentés. Et vous avez également possiblement des pratiques supervisées. Ça se fait dans une salle en ligne également, et dans lesquelles vous pouvez pratiquer et dans lequel je peux justement vous assister, vous répondre à vos questions, vos interrogations en temps libre, en temps direct, là, dans le moment où ça se fait. Donc, c'est ça qui devient intéressant. C'est des pratiques qui peuvent devenir donc très enrichantes pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. Donc, ça, c'est un petit peu l'ensemble de la formation, de l'introduction à la pleine conscience intuitive. Et vous avez l'opportunité de l'avoir pour un prix qui est très intéressant, 99 euros. Donc, alors que c'est une valeur de 150 euros, 150 dollars normalement. Et c'est normalement l'équivalent d'un cours de 15 heures à peu près que vous avez à travers cet enseignement en ligne-là. Donc, vous avez quelque chose de très intéressant, un prix très intéressant, et vous avez quelque chose de très complet à la fin. Vous avez complété une approche, vous avez complété les outils, vous avez appris à découvrir les outils. Vous n'êtes peut-être pas un maître dans l'apprentissage des outils, mais vous êtes capable de les utiliser par la suite de votre propre chef si vous le souhaitez. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Sylvana? Non, j'en vois pas de questions. OK, donc ce que je fais habituellement, c'est que je fais une expérimentation. Je pourrais faire une expérimentation avec une personne. Pardon? Allez, Dolores qui pose une question. OK, d'accord. Vas-y, Dolores. Oui, tu m'entends? Oui. 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 Voilà, je voulais demander justement à Sylvain si c'est cette position, elle nous concerne tous ou bien on doit rechercher chacun la sienne dans ces différentes positions que tu nous as données. Je comprends. Ou est-ce qu'on a un petit peu de tout?
C'est sûr qu'on a un petit peu de tout, ça c'est clair, net et précis. Oui, Sauf que, par exemple, dans l'hiérarchie des chakras, on a un chakra dominant. Le chakra dominant, correspond habituellement à la typologie avec laquelle on se sent le plus associé, hein, dans cette grande famille. Par exemple, moi, je pourrais me sentir très, très proche du serviteur, par exemple. Alors, si je me oui, sens très proche du serviteur, c'est peut-être parce que justement, mon niveau de développement est vraiment associé au serviteur. C'est-à-dire que mon chakra dominant, c'est le chakra du cœur. Par contre, d'accord. je suis animé par le bâtisseur, le communicateur, le guerrier, le créateur, le philosophe et le spirituel. Maintenant, il s'agit pour moi de pouvoir commencer à bâtir quelque part, à partir du chakra dominant, finalement, de chercher à développer les autres chakras, les autres composantes qui sont associées à mes autres chakras. D'accord. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie autour des chakras, hein. Vous savez que le bâtisseur, c'est vraiment le chakra qui touche l'aspect matériel. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup de difficultés en la matière, dans le monde terrestre, bien évidemment, on peut comprendre tout de suite que le bâtisseur est une énergie qui est faible. Donc, qui est peut-être très faible même. Donc, c'est certain que l'on va chercher, donc, par des techniques, par des techniques de soins, par diverses actions, on va chercher donc à amplifier la conscience de cette région-là pour augmenter et transformer donc la situation et la relation que que nous-mêmes avons avec ce chakra-là à ce moment-là. Est-ce que dans votre formation, on fait cette recherche ou pas? Dans le week-end d'introduction, dans l'introduction en ligne plutôt, on va aborder beaucoup, beaucoup de sujets, mais qui sont vraiment les bases de l'enseignement, je dirais. OK? Quand on aborde les 7 grandes familles, ça va se faire dans des modules d'enseignement, soit en professionnel ou en personnel, dépendant. Vous avez en personnel 2 modules d'enseignement qui s'ajoutent à ce que vous allez suivre en introduction, qui vont finalement vraiment aborder le sujet des chakras d'une façon très approfondie. Et là, on va aborder vraiment ce sujet-là. Et en formation professionnelle, vous avez une spécialisation, la spécialisation numéro 1, qui touche ce sujet-là d'une façon importante, parce que c'est vraiment le sujet, c'est sur les chakras. Donc, Ok. c'est plus à ce moment-là que ça se fait, oui. Merci beaucoup. Bienvenue, Merci, Sylvain. bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Alors, je vais juste donner la parole à Valérie, qui est la responsable de la boutique. Comme ça, tu la connaîtras, Sylvain. OK. Je ne sais pas si tu vois et tu peux entendre Valérie. Coucou Valérie, bonsoir. Oui, Sylvana, bonsoir. Quel plaisir de te voir et de t'entendre. Voilà, c'est un plaisir. Désolée d'être arrivée en retard. Non, voilà, donc oui, donc c'est dans la boutique et voilà. Bonsoir Sylvain. Oui, bonsoir Valérie. Je voulais juste dire à tout le monde que ce que propose Sylvain a été mis en boutique pour 99 € lors de cette conférence. Donc, s'il y en a certains qui veulent en profiter, n'hésitez pas. Voilà, et je voulais juste me présenter auprès de Sylvain. Il y a des tableaux aussi, là, il y a une artiste peintre qui est... Il y a plein d'autres choses, bien sûr, en boutique. Enfin bon, je voulais quand même spécialiser. Voilà. En tout cas, la formation, ce que Sylvain propose. Voilà, je trouve que c'est très intéressant à ce prix-là, quoi. C'est passionnant même. Voilà. Puis peut-être que ce que je me disais aussi, c'est que si des gens voudraient que je fasse une expérimentation avec une personne de la salle, c'est comme vous voulez. Je pourrais terminer avec ça. Ah oui, oui. S'il y a quelqu'un qui veut expérimenter, pourquoi pas? Il te faut une personne? Oui, ben c'est ça, oui, idéalement, oui. Alors, qui veut faire l'expérience? Ne vous bousculez pas, hein? Faites lever le doigt. Alors, Isabelle, allez. Donc, Isabelle qui veut bien faire l'expérience. D'accord. Voilà. OK. Bonjour Isabelle. Tu peux parler pour voir si on t'entend. Voilà, bonsoir. Voilà. Bonsoir Isabelle. OK, donc ce qu'on va faire comme expérimentation, c'est quelque chose de très simple, hein, c'est juste comme pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais utiliser trois concepts, décodage, déprogrammation et soins, mais de façon très sommaire, juste pour montrer un peu comment ça se passe, et puis un petit peu peut-être finalement, donc te conseiller peut-être d'en passer des thèmes. Est-ce que tu as un thème particulier ou je me laisse guider simplement par ce que je vais capter? Non, laissez-vous guider. OK. Alors, la première chose que j'observe, c'est au niveau du chakra racine. Donc, ça touche vraiment le bâtisseur, OK? Et puis, c'est un peu comme l'image que je vois. Qu'est-ce qui me vient? C'est un peu comme si vous me disiez
que vous étiez de toute façon qu'un fantôme. Alors, un fantôme, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quelqu'un quelque part qui on ne voit pas, qu'on ne touche pas, à la limite qu'on ne se rend même pas compte qu'il est là, quelque part. Vous voyez quelque chose comme une absence. C'est ça un peu que je sens dans un premier temps. Je ne sais pas comment vous recevez ça, Isabelle. Alors oui, c'est pas faux. J'ai beaucoup de mal avec la matière, avec tout ce qui est matériel, matérialiste, etc. Et du coup, parfois, de certaines constructions de matière, certaines choses dans la vie, parce que parfois, j'ai l'impression que c'est un peu vain, un peu futile. Alors maintenant, ce que vous voyez, ça c'est le décodage intuitif, donc on pourrait approfondir, mais l'objectif, finalement, c'est peut-être de vous montrer, bon, là, vous me confirmez ce que j'ai perçu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de déprogrammation maintenant. Je vais m'adresser à cette partie-là de vous qui me dit qu'elle était comme un fantôme, et je vais voir qu'est-ce qu'elle va me demander, puis je vais lui donner qu'est-ce qu'elle veut, puis on va voir la transformation qui va en résulter. Ça vous va? Alors, vous voyez, ce qui ressort clairement, en tous les cas, au départ, c'est l'originalité. L'originalité, c'est quelque chose, finalement, qui... tu sais, par exemple, l'originalité, quand elle est trop grande et trop importante, on va se faire rejeter par elle. On va se faire rejeter. On va pas être accueilli dans l'originalité. Alors, j'ai l'impression qu'en dedans de vous, il y a quelque chose de très original. Et cette originalité-là, finalement, comme vous avez appris à ne pas être reconnu dans cette originalité-là, ben, vous avez appris à quelque part à vous mettre en retrait. Retrait de la société, par exemple. Un peu comme quelqu'un qui est pas, dans son espace à elle, parce qu'il se dit, de toute façon, on va pas me reconnaître, on va pas me donner la lumière que j'aurais besoin pour me faire valoir. Je sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Oui. Oui. Alors là, on va essayer d'approfondir un petit peu parce que j'ai pas vraiment fait la déprogrammation. Ça s'est manifesté à moi, ce que je viens de vous dire. Donc là, je vais un petit peu approfondir. Ah ouais, ce que je vois, ce qu'elle me demande, cette énergie-là, c'est un peu comme si elle me demandait de me mettre en communication avec un langage qui n'existe pas sur Terre. Alors, je vous dis vraiment qu'est-ce qu'elle m'a dit, hein. Alors, évidemment, ça peut paraître absurde ce que je viens de vous dire, mais ça met en évidence quand même cette originalité que vous recherchez et cette volonté que vous avez de vous dire, de toute façon, on ne me comprendra pas. Hein, en allant chercher un langage qui n'existe pas sur Terre, ben, c'est pas la meilleure façon pour se faire entendre, ou pour se faire voir, ou pour se faire regarder sur Terre. Vous voyez? Il y a donc, en ce sens-là, que je sens qu'il y a une question là-dedans d'humilité que je vais vous parler. L'humilité, c'est que quand on était blessé, je peux très bien comprendre que quand on était blessé, on n'a pas envie de de faire des risques, de se remettre dans une position à risque, de faire quelque chose qui pourrait nous amener à se sentir justement euh, ridiculisé ou je ne sais quoi. Donc, c'est ça un peu que je sens de vous, c'est que vous avez à apprendre justement maintenant à reconnaître que dans votre bassin et dans vos jambes, ce que je dirais, moi, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse qui est là. Cette tristesse-là, vous avez appris à ne pas la connecter en vous donnant cette espèce d'originalité que je viens de nommer, de dire, ben, moi, je vais aller parler une autre langue, vous voyez, comme on nourrit quelque part quelque chose qui est très loin dans le ciel pour ne pas être connecté avec cette tristesse-là, qui finalement, si on communiquait avec cette tristesse, on pourrait commencer à se rendre compte que la tristesse, elle est là pour quelque chose. Elle est peut-être là pour nous guider justement vers le changement qui va nous amener à se sentir plus en paix et en harmonie avec soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, c'est tout à fait juste. Oui. C'est tout à fait juste. Puis là, on va essayer donc de faire un petit peu de faire un petit peu de soin maintenant, d'amener la notion de soin. Alors, vous voyez, ce qu'on sent, c'est que quand j'essaie de faire circuler l'argent dans vos jambes, ça monte vers le cœur. Et ce que je sens en vous, à quelque part, c'est que vous êtes une femme de cœur. On va toucher le serviteur ici. Le serviteur est là, puis le serviteur, quelque part, qu'est-ce qu'il a envie? C'est de vous donner l'opportunité de témoigner à quelque part l'amour que vous avez en vous. Parce que l'originalité, c'est une chose. L'originalité, c'est une belle chose. Mais quand on aime en plus, quand on est aimante, quand on est plein d'amour, cette originalité, elle devient quelque part, on devient capable, entre guillemets, de se ridiculiser. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais on peut devenir créatif dans le sens qu'on se donne l'autorisation de se dire, ben voilà, je peux jouer avec moi parce que j'aime et parce que j'ai envie quelque part, par mon originalité, de transmettre des choses, un peu comme un clown. Un clown peut être ridicule, mais le clown est là pour faire rire. Alors, on peut aussi se retrouver dans des situations qui peuvent nous donner l'impression que cette originalité peut être pas tout à fait bien vue, mais quand on a cette espèce d'amour qui est en soi,
ben, on a envie effectivement de le faire parce qu'on sent qu'on sert quelque chose, on sert l'humain. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Est-ce que vous voyez quelque chose que vous pourriez faire dans cette direction-là? C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, parfois je soumets des idées, je propose des idées, des choses, des projets, et j'ai l'impression qu'on m'entend pas, qu'on n'est pas, les gens avec qui je parle ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi, Oui. sont pas les mêmes passions que moi, et pour eux ça leur semble pas une priorité ou quelque chose d'essentiel. Oui, parce que ça, ça touche toute la notion de trahison du cœur, vous voyez. La blessure, vous avez une blessure au niveau du cœur. Donc, quand vous parlez, quelque part, vous avez cette espèce d'impression que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que je vous dis, l'humilité vient avec l'originalité de dire, ben voilà, moi, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, là, demain matin, je vais sortir dans la rue, je vais être déguisé. Je vais être déguisé quelque part, puis j'ai incarné quelque part ce que j'ai envie, moi, d'amener aux gens ou d'apporter aux gens. Je donne un exemple caricatural, hein? Mais pour faire comprendre que c'est pas par les mots que ça va se faire, c'est par les gestes, par l'action. Si vous voulez parler d'un projet à quelqu'un, ne prenez pas le mot pour le communiquer, prenez l'incarnation de votre originalité. Soyez comédienne, soyez actrice, incarnez les choses. Soyez pas dans votre tête. Parce que dans votre tête, à quelque part, vous êtes déjà connecté avec le ciel. Vous êtes déjà en train de partir. Vous êtes déjà en train de vous accrocher, à vous dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je vais m'en aller. Vous voyez? Alors que si vous êtes dans la position d'incarnation, à quelque part, vous êtes beaucoup plus qu'être en mesure de pouvoir vraiment témoigner de ce que moi j'appellerais, d'une part, l'humilité qui est en vous, parce que vous avez une belle humilité selon moi, et cette capacité d'aimer que vous avez qui est très, très grande, et cette capacité du ridicule. Le ridicule, justement, c'est que quand on a ces trois composantes-là, on peut se permettre justement de se mettre, entre guillemets, en danger. En danger, c'est très relatif, hein? C'est pas un gros danger qu'on fait, mais ça nous permet justement de commencer à constater qu'on peut vraiment être quelqu'un qui est beaucoup plus créatif qu'on ne l'était jusqu'à maintenant, parce qu'on attendait que les autres nous disent oui, je te donne la permission d'être créative. Et je pense que c'est important pour vous peut-être de vous donner l'autorisation d'être créative dès maintenant en l'incarnant plutôt que de demandant d'être en attente par rapport à l'extérieur. Je ne sais pas comment vous recevez ce que je viens de vous dire. Oui, oui, oui. Et, non, mais c'est tout à fait juste et vraiment, vous touchez un point vraiment, je dirais, très important, surtout qui me préoccupe en ce moment. Mais à ça, je dirais que parfois, on ne peut pas être incarné son projet, le mettre en œuvre, parce que parfois, il y a la peur de l'échec qui est là. Ça, je comprends très bien, mais la peur de l'échec, à quelque part, s'apprivoise. Hein, la peur de l'échec, c'est de se dire, ben voilà, on va y aller étape par étape, on va expérimenter, on va se supporter, on va se soutenir dans la démarche, et on risque évidemment de constater que si la peur d'échec prend forme, on va dire qu'est-ce que je peux faire pour éviter la rendre moins importante, etc. Vous voyez, je pense que c'est important pour vous de vous accompagner dans cette démarche-là. Ça va? Ouais. Mais en tout cas, vous avez vraiment vu comme bien juste. Oui, mais tant mieux, tant mieux. Mais c'est ça pour vous dire justement que ça s'est fait, de quelle façon ça s'est fait par la pleine conscience intuitive, par cette capacité de voyager, de capter les perceptions imaginaires, visuelles, auditives ou sensitives, de questionner chacune d'elles, de voir qu'effectivement il y a une information qui se manifeste, ensuite de déprogrammer et de soigner. C'est ça l'introduction en ligne a les trois composantes. Donc vous avez la pratique du décollage intuitif, de la déprogrammation et des soins que vous allez explorer. Donc, vous allez apprendre, donc commencer à découvrir que ce langage-là est beaucoup plus accessible que vous le pensez parce qu'après un week-end d'enseignement, les gens sont capables de faire ces choses. Après une introduction en ligne, les gens sont en mesure de commencer à pratiquer également. C'est quelque chose que j'ai observé depuis, ça fait 3 ans maintenant que l'enseignement en ligne existe et on a des très bons résultats. Donc, si ça vous dit d'expérimenter, de découvrir la méthode, ben, c'est l'occasion pour vous maintenant. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous remercie à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez apprécié donc la conférence. Sylvana, y a-t-il quelque chose que tu voudrais communiquer avant de terminer? Ben, je voudrais communiquer ton site. Oui. Et puis, donc, tu peux dire l'adresse du site pour que si jamais ils veulent venir voir un peu tes programmes. Oui, c'est thérapie au pluriel, intuitive.com. Thérapie au pluriel, intuitive.com. Voilà, exactement. Vous tapez Sylvain Bélanger, vous tombez sur son site direct aussi sur Google. Exactement. Vous pouvez trouver, bon, il y a l'écouteimaginaire.com qui va bientôt,
qui est encore actuellement en ligne, mais qui va bientôt justement se combiner avec thérapie intuitive. Vous avez également sur YouTube énormément de conférences et de vidéos, si vous êtes intéressé, qui sont beaucoup de conférences, de webinaires qui ont eu lieu. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous, si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. Voilà. C'est très bien. Je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup. Sylvain. D'accord. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.